avec quelqu'un qui travaille dans l'espace, et puis des amoureux des animaux ou des amoureux des molécules. Et voilà, vous allez voir certaines séries et certains films avec un autre regard. Donc, le principe, c'est qu'il va y avoir des interventions qui vont s'enchaîner d'une dizaine de minutes. Et puis, à la fin, s'il nous reste encore un peu de temps, vous pourrez poser vos questions, si vous avez des questions spécifiques par rapport aux présentations qui ont été faites. On va commencer la première présentation avec Agatha. Agatha, en fait, qui tient le blog Le Nid de Pie, qui adore les animaux, et qui va nous emmener un peu dans l'enfance, dans les Disney. Elle ne va pas chanter des Disney, c'est pas ça que tu vas faire, mais elle va un peu vous montrer le vrai du faux des animaux dans Disney, et particulièrement du Roi Lion. Donc je te laisse la place. Là, ça projette déjà, vous voyez sur les écrans? Super. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Agatha, je suis docteur en éthologie, j'ai étudié le comportement animal. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de films Disney, parce qu'il s'avère qu'avec ma collègue Anne-Cécile, on a créé une suite de conférences qui s'appelle Les Désenchantés, où le but c'est de casser vos souvenirs d'enfance violemment et de vous raconter ce qui est vrai et ce qui est moins vrai dans les dessins animés Disney. Et pour commencer, j'ai décidé de vous emmener ici. Je suis du Roi Lion et je me suis dit, le Roi Lion, donc les héros principaux sont des lions, mais à quoi ça ressemble une troupe de lions dans la nature? D'après vous, est-ce que vous avez une petite idée? Comment ça fonctionne une troupe de lions dans la nature? Combien d'animaux, etc. 13 animaux? Et tu mets des lions mâles, des lions femelles, des lionnes, des lions? Plus de lions, plus de lionnes? Plus de lions? Ah ah. Alors, qu'en est-il? En vrai, donc sur l'image, je ne sais pas si vous voyez, c'est une des rares images où on voit l'ensemble de la troupe de Mufasa. C'est au tout début, quand Simba vient le secouer pour dire hey, « papa, papa, lève-toi ». Donc on voit que Mufasa est avec sa femelle, la femelle dominante, Sarabi, la maman de Simba, et on voit plusieurs lionnes qui sont en train de dormir et un seul autre lionceau, qui est Nala. Donc vous avez un mâle, une douzaine de lionnes, deux lionceaux, et donc dans la troupe de Mufasa, il y a deux lions mâles, il y a Mufasa, mais il y a aussi Scar, qui est son frère, le fameux Scar. Alors, qu'en est-il dans la nature, en vrai de vrai? Donc, comme on le disait, dans la troupe de Mufasa, deux mâles, Mufasa et Scar, qui sont frères, 12 femelles et deux lionceaux, Nala et Simba. Dans la vraie vie, c'est assez différent. Vous avez en effet de 1 à 3 mâles, souvent des frères, il est vrai, de 1 à 18 femelles, parce que vous avez des tailles de groupes très différents, et surtout vous avez une ribambelle de lionceaux. Une lionne, quand elle met bas, c'est rarissime qu'elle n'ait qu'un seul petit. En général, on en a 4, 5, etc. Et plusieurs lionnes ont des petits en même temps. Ce qui se passe même... Attendez. Donc, on peut penser que Mufasa s'occupe très bien de son petit, mais chez les lions, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Mufasa va être un adorable papa s'il est bel et bien certain que Simba est son fils. Parce que dans les troupes de lions au naturel, ce qui se passe, c'est que vous avez le groupe de lionnes. Les lionnes restent toute leur vie dans la même famille, donc les sœurs, les cousines, etc. Et vous avez donc le mâle qui s'accouple avec toutes les lionnes, donc c'est lui le père de tous les lionceaux. Ce qui arrive, c'est que quand le mâle lion peut vieillir, il peut croiser d'autres jeunes mâles qui viennent d'autres troupes, qui veulent prétendre au trône et qui vont chasser le mâle lion en place. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les nouveaux mâles qui arrivent, s'ils sont 1 ou 2, ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils veulent fonder leur propre famille. Sauf que si les lionnes ont déjà des petits, c'est pas pratique, parce qu'il faut attendre qu'elles les aient élevés, qu'elles les aient nourris, avant de pouvoir être à nouveau en chaleur, pour pouvoir avoir de nouveaux petits. Et ce qui se passe alors, c'est en général pas très festif, c'est que le mâle lion qui arrive va tuer les lionceaux du mâle précédent, ce qu'on appelle l'infanticide, et il va, de ce cas, toutes les femelles vont retomber en chaleur, et il va pouvoir s'accoupler avec elles de nouveau et fonder sa nouvelle famille. Donc, Simba et Mufasa, ils s'entendent bien si Mufasa est bel et bien le père de ses petits. Une autre question qui se pose, c'est quelle est la relation entre Simba et Nala? On l'a vu, il n'y a que 2 mâles dans la troupe du Roi Lion, Mufasa et Scar, qui sont frères.
Ce qui veut dire... Quoi? Épousailles, alliance, fiançailles. Ça veut dire? Qu'un jour, tous les deux, vous vous marierez. Ah, on peut pas se marier, c'est ma copine. Ouais, ça paraît très bizarre. Alors ça paraît très bizarre, c'est vrai, mais ils ne sont pas juste copains. Parce que si on fait les calculs, vu qu'il n'y a que 2 lions dans la troupe, Nala c'est la fille soit de Mufasa, ce qui fait d'elle la demi-sœur de Simba, soit c'est la fille de Scar, donc du coup sa cousine germaine. Et ça, dans les règles naturelles, c'est pas terrible, ça s'appelle la consanguinité. Donc Simba et Nala qui font des petits, ce n'est pas ce qui serait le mieux. Et dans la nature, c'est bien fait, c'est-à-dire que les lions mâles, quand ils atteignent l'âge de se reproduire et d'avoir des petits, c'est-à-dire autour de 3 ou 4 ans, ils quittent leur troupe. Et comme ça, il n'y a aucun risque qu'ils fassent des petits avec leurs cousines, sœurs, etc. Ce qui est quand même bien fichu. Voici pour les lions. Ensuite, dans le Roi Lion, il y a bien sûr d'autres protagonistes qu'on rencontre ici, dans le cimetière des éléphants. Alors, une première chose, le cimetière des éléphants, vous en avez déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est un cimetière des éléphants? Comment est-ce que ça se forme? Pas tous en même temps. Hein. Donc, l'idée souvent que l'on a, c'est que tous les éléphants se réunissent à l'approche de la mort, ils sentent la mort arriver, ils se réunissent à un endroit et on retrouve tous les ossements au même endroit. Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui existe pour de vrai ou non? Je vous entends pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être que oui. En effet, c'est une idée qui est très largement diffusée, l'idée du cimetière des éléphants. Il y a même une chanson, il y a plein de choses. Et il s'avère qu'en fait, non. C'est un pur produit de la littérature du début du XXe siècle, le plus souvent. Les cimetières d'éléphants n'existent pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé à plusieurs endroits des traces d'éléphants accumulées dans les mêmes zones, mais il est très probable que ce soit des animaux qui ont été piégés dans des marécages, qui sont morts d'accident, et ce ne sont pas des animaux qui sont venus mourir tous au même endroit. De plus, les traces que l'on a trouvées de ce genre, souvent, sont des éléphants qui n'ont plus de défense. On peut penser qu'ils ont été tués par l'homme, qu'on a récupéré leur défense, mais ils ne sont pas morts de leur belle mort. Donc les éléphants ne meurent pas tous dans des lieux tels que le cimetière des éléphants. C'est une idée reçue. Et dans le cimetière des éléphants, on fait la rencontre d'autres protagonistes bien sous-estimés du Roi Lion, qui sont... Tu me ris du danger. Oh, 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 oh. Tiens, Bonsaï, c'est quoi ce paquet cadeau? Aucune idée, Shenzi, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est bien ce que je pensais. Un trio d'intrus trouillards. Les hyènes. Alors, les hyènes, il y a largement de quoi dire et pendant longtemps. Pour l'anecdote, sachez qu'un spécialiste des hyènes, un chercheur, au moment de la sortie du dessin animé, a porté plainte contre Disney parce qu'il estimait que l'image des hyènes était totalement bafouée par le dessin animé. Donc, en effet, il y a largement de quoi faire. Alors, sur les hyènes. Donc, les hyènes, sachez qu'il y a plusieurs espèces de hyènes. Celles du Roi Lion, ce sont les plus répandues, ce sont les hyènes tachetées, donc crocuta crocuta, qui sont extrêmement sociales, elles vivent en grands groupes et elles sont extrêmement bien organisées. Et ce sont des animaux fascinants, j'espère vous en convaincre. Contrairement aux idées reçues, les hyènes ne sont pas des charognards. La plupart du temps, elles tuent leur propre poids, elles les épuisent, les hyènes, les gnous, les buffles dont elles se nourrissent, elles leur courent après pendant des kilomètres et elles les tuent et les abattent. Donc elles ne passent pas leur temps à manger les restes des lions, c'est absolument faux. Elles ont même tendance à tuer davantage que les lions. Les lions vont parfois chourer les prises des hyènes, plutôt que l'inverse. Donc c'est une idée reçue. Donc elles sont extrêmement endurantes, elles peuvent courir sur des kilomètres en atteignant des vitesses de pointe de 50 à 60 km/h, ce qui est quand même assez impressionnant. Et elles ont des particularités. Mâles et femelles sont de taille à peu près similaire. Et ce qui est assez amusant, c'est que ceci est une femelle. Elle a un pseudo-pénis et un pseudo-scrotum, qui ne sont ni un pénis ni un scrotum. En fait, la femelle a une sorte de clitoris hyper développé qui donne cette structure qui fait qu'il est très difficile de distinguer une femelle d'un mâle. Vous avez la femelle à gauche, le mâle à droite, et le fait est que, malgré un regard expert, la différence ne saute pas aux yeux. Il s'avère que cette particularité
En fait, c'est assez intéressant. L'accouplement est assez acrobatique chez les hyènes, mais en fait, cette forme de clitoris est très intéressante pour elle parce que c'est la femelle qui choisit très exactement avec quel mâle elle va s'accoupler. Cette posture, en fait qu'elle ne peut se faire que si la femelle est d'accord. Ce qui est assez rare dans le monde animal, il faut le préciser. Et chez les hyènes, aussi, une autre idée reçue, c'est qu'on dit souvent qu'elles sont de la même famille que les loups, les canidés. Ce n'est pas le cas, elles sont plus proches des lions, finalement. Vous avez les hyènes, vous avez la famille des Phelorea qui englobe du coup les hyènes, les lions, etc. plus haut. Et vous avez les canidoées qui sont plus éloignés. Donc les hyènes sont génétiquement plus proches des lions que des loups, par exemple. Et autre chose, c'est une société matrilinéaire, c'est-à-dire que c'est une femelle qui domine. La chef, c'est une femelle. Et les mâles, souvent, se font un petit peu malmener parce que les femelles, ce sont elles qui gèrent toute l'histoire. Elles donnent des jumeaux. Alors, comme je vous l'ai dit, avec le pseudo-pénis des femelles, c'est assez compliqué. Et en fait, ça a un coût. Donc, elles ont le choix du père de leur petit. Mais souvent, les premières naissances sont compliquées parce que les petits sortent par là. Donc, imaginez l'accouchement, c'est pas une partie de plaisir. Et il arrive que les premiers-nés meurent au moment de l'accouchement. Donc, mais vous avez ce fonctionnement avec les jumeaux. Et ce qui est très intéressant chez les hyènes, c'est que le rang social est transmis. C'est-à-dire qu'une femelle très haut classée dans la hiérarchie va donner son titre à ses petits. C'est-à-dire que les petits de la femelle dominante seront très bien classés dans la hiérarchie du groupe. Donc là aussi, quand on a des privilèges chez les hyènes, ça se transmet aussi au niveau des petits, ce qui leur donne des avantages au niveau social. Pour conclure, est-ce que les lions et les hyènes peuvent se mettre ensemble comme Scar l'a fait dans Le Roi Lion? D'après vous, aucune chance. En effet, parce que les hyènes et les lions sont en compétition, ils mangent la même chose, donc ils ne s'entendent pas du tout. En plus de ça, donc, les lions, comme je vous le disais, ont un petit peu tendance à chourer la nourriture des hyènes. Et il est très connu que certains lions ont pour habitude, ont pour sport presque, de tuer des hyènes qu'ils ne consomment pas, mais qu'ils tuent pour éliminer la compétition. Donc, définitivement, soyez prêtes, ça ne sera que dans Le Roi Lion. Mais il ne faut pas pour autant oublier que ce sont des animaux merveilleux qui méritent aussi votre amour, et je finirai là-dessus. Alors ça c'était, si je me souviens bien, c'était la bande-annonce de la saison 3 de Black Mirror. Et donc aujourd'hui je vais surtout me pencher sur l'épisode 1. J'en ai déjà fait une vidéo, mais je voulais un peu revenir dessus. C'est sur l'épisode où, pour ceux qui ont vu, la vie était, ce qui était au centre du quotidien des gens, c'était un système de notation un peu à la Uber pour les taxis. Je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas peut-être. Je ne sais pas si à Toulouse il y a beaucoup de Uber ou pas. Mais en tout cas, le système de notation il est assez simple, il est en étoiles, 5 étoiles, etc. Et en fait, par exemple, quand tu prends une commande au McDo ou quoi que ce soit, bah, tu peux noter l'interaction que tu as avec une personne de 1 étoile à 5 étoiles. Et ce système de notation dans cet épisode est au centre de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'étoiles, tu peux prétendre avoir un certain poste, tu peux prétendre avoir un crédit, avoir une certaine résidence. Et si tu es en dessous d'un certain seuil de notes, tu ne peux pas avoir accès à cette résidence. Donc vraiment, tout ce système de notation est ce qui fait en sorte que le côté superficiel, on devient complètement faux et on devient complètement parano de la note des gens qui nous mettent. C'est-à-dire que si tu as une note si tu mets 3 étoiles sur 5, ta note et que tu as 4 ou 5 étoiles, de base, bah, ta note baisse. Donc ce qui te rend encore plus parano et tu deviens encore une fois parano. Et je voulais faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement en Chine. Le gouvernement chinois a mis en place le système de notation via un crédit social pour justement autoréguler la population avec un système de notes. Donc c'était en phase de test depuis plusieurs années en Chine, dans certaines villes, et ils ont mis en place ça depuis, je crois que c'est depuis cette année, depuis la fin d'année. Et alors, il y a vu que c'est en phase de test, il y a différentes façons d'être noté. Des fois, c'est une note allant d'un triple D jusqu'à un triple A. Des fois, c'est de 350 à 950. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si ta note est basse, on t'enlève des privilèges
qu'on a dans la vie de tous les jours. Par exemple, si ta note est à 0, tu n'as plus le droit de prendre l'avion. Tu es interdit de prendre l'avion. Le train aussi, je me souviens bien, le train, l'avion, et plein de trucs comme ça. Tu as plus de difficultés d'aller dans des écoles. Et à contrario, si ta note est excellente, tu as des réductions dans les musées, tu as des réductions dans les bus, dans tes factures d'électricité, etc. Et tout ça, c'est fait pour auto-réguler la population pour qu'elle se comporte mieux. Mais le problème de tout ça, c'est que forcément, quand la notation est au centre de tout et que le gouvernement chinois, c'est un État assez strict, le problème, c'est que quand le simple fait, par exemple, de faire des tweets, bon, forcément, ils n'ont pas Twitter là-bas, ils ont un autre réseau social. Le simple fait, tout ce que tu dis sur Internet peut permettre de faire réduire ta note. C'est-à-dire que si tu parles du gouvernement chinois d'une façon assez contre, ta note peut en pâtir. Donc toute ta liberté de penser et de t'exprimer peut aussi influencer ta note. Si par exemple tu passes au passage piéton, au passage piéton en France on passe beaucoup au rouge. Faut savoir qu'en Chine, si tu passes au rouge et que tu es dans ce système de notation, ta note baisse parce qu'il y a des caméras à reconnaissance faciale absolument partout. Il y a un peu plus de 600 millions de caméras à reconnaissance faciale en Chine pour 1,4 milliard à peu près de population, ce qui fait quasiment une caméra sur deux, une caméra pour 2 habitants. En France, on est à, je crois que c'est 60 millions, 1 million de caméras de surveillance et qui ne sont pas forcément à reconnaissance faciale. Et donc, les caméras à reconnaissance faciale permettent de traquer absolument tout le monde. Et vu que chaque personne est rattachée à un numéro d'identité comme en France, tu peux très facilement savoir si une personne passe au passage piéton au rouge, faire baisser sa note juste via la reconnaissance faciale. Il y a aussi un système de notation qui est relié au métro, c'est-à-dire que si tu fraudes le métro, tu es aussi reconnu en reconnaissance faciale. Absolument tout est traqué. Et ils se sont rendus compte, parce qu'il y a eu une faille qui a été découverte, les gens se sont rendus compte, les gens qui ont découvert cette faille, que la surveillance était encore bien plus présente, vu que dans les critères qui étaient choisis, il y avait la race, il y avait la religion, on pouvait savoir à peu près ton trajet. Si tu rentrais de chez toi via une porte d'entrée ou une porte qui était un peu derrière, tout ça pour notamment surveiller la population ouïghour, une population qui est vachement discriminée en Chine actuellement. On peut quasiment parler de massacre actuellement, et d'où les critères de race et de religion, parce que c'est une communauté musulmane, et ils sont très parano là-bas en Chine avec le terrorisme, d'où la surveillance d'électricité. Si ta consommation d'électricité augmente d'un coup, l'État va te surveiller bien plus facilement parce qu'il se dit que c'est louche, alors que c'est juste ta consommation d'électricité qui peut augmenter. Enfin bref, tous ces trucs-là, j'en avais parlé dans ma vidéo, et je trouve ça extrêmement flippant parce que l'épisode de Black Mirror, c'était saison 3, donc ça doit faire à peu près 4 ans qu'il est sorti, 3-4 ans. Et au final, la réalité a rattrapé la fiction, parce que pour le coup, tout est centré autour de cette notation en Chine. Comme je disais, les écoles, il y a certaines écoles où tu n'as pas accès si ta note est trop basse. Et j'ai pris une petite note pour parler d'autre chose. C'était au niveau de l'Internet global en Chine. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le bouclier d'or en Chine. Le bouclier d'or, qu'est-ce que c'est? Ils ont mis en place depuis plusieurs années ça, avec notamment quand Internet est apparu dans les années 2000. Et ils ont fait en sorte de tout contrôler, enfin un maximum, tout ce qui est en entrée et en sortie du pays au niveau d'Internet. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est... et c'est pourquoi Facebook, Instagram, Google, je crois que Google d'ailleurs est en train de voir pour s'implanter en Chine, mais tous ces sites ne sont pas disponibles en Chine, parce que l'État a autorisé certaines applications chinoises pour remplacer Google.
et Facebook et Instagram, etc. Il faut savoir que la Chine a une note de 88 sur 100 au niveau d'Internet, au niveau de la surveillance, etc. Il faut savoir que plus tu es haut, plus ton État n'est pas libre au niveau d'Internet. Il faut savoir que la Russie est à 60 et je crois qu'on est en France, on est autour de 20. Donc c'est-à-dire que c'est un des pays les plus stricts au niveau d'Internet et au niveau de la surveillance surtout. Il faut savoir qu'ils ont banni Wikipédia aussi pour vous dire à quel point ils sont stricts. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour le coup, il faut savoir que toutes les infos là que j'ai balancées, c'est surtout disponible sur ma chaîne, sur l'épisode où je parle de la Chine, de l'État totalitaire. Et ma vidéo dure à peu près 15 minutes. Et pour le coup, c'est bien plus construit que mon petit speech de 5 minutes sur le sujet. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer le système de notation en Chine. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, voilà, je vous réinvite à voir la vidéo de Lilian sur Elle sur sera sa bien thématique. mieux foutue que mon petit speech. Donc C'était voilà. très bien quand même. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet parce que c'est vraiment important. Maintenant, en fait, on va continuer donc avec Raphaël. Merci beaucoup Lilian. On va continuer avec Raphaël de Blablaro. On va parler plutôt d'une série. Alors, il y a un indice sur sa tête. À votre avis, de quelle série on va parler particulièrement ? Breaking Bad, voilà, c'est très bien. C'était simple. Donc, je te laisse parler de Breaking Bad et surtout des scènes de chimie qu'on peut voir dans ce type de série et voir à quel point c'est vrai ou pas. Donc, je te laisse. Merci. Je vais me mettre un petit peu debout. Un petit peu debout, vas-y. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Raphaël, je suis prof de chimie en classe prépa et passionné de vulgarisation de la chimie. Et notamment, comme on l'a dit, du coup, si vous me cherchez sur le web, c'est Blablaro Labo pour la vulgarisation de la chimie. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose. À votre avis, c'est quoi ? Déjà, qui a vu Breaking Bad parmi vous ? Et les autres, vous vivez dans une grotte ou c'est quoi l'histoire ? Non, regardez-le sérieusement. Et puis alors, je fais exprès de... Ce dont je vais vous parler, c'est une scène qui concerne le premier épisode de la saison 1. Comme ça, je me dis, je vous spoile pas trop. Donc ceux qui veulent regarder cette série, c'est très intéressant. Alors, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pourriez vous dire, je vais peut-être vous apprendre à cuisiner de la méthamphétamine. Non, je ne ferai pas ça. Surtout qu'on a des jeunes et surtout, faut pas toucher à ce genre de choses. Mais on va quand même devoir un peu en parler, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est comment un professeur de chimie peut éliminer très rapidement 2 gangsters et s'en sortir. Alors évidemment, un professeur de chimie valide, pas comme moi, parce que si je me fais attaquer par 2 gangsters maintenant, je pense que j'irai pas bien loin. Alors, ben voilà, parfait. Donc sur la diaporama, là, vous voyez que c'est la méthode en fait de synthèse non détaillée, évidemment, pour que vous ne puissiez pas la reproduire, de la méthamphétamine. Alors pour vous raconter rapidement le début de l'histoire sans spoiler, Walter est un professeur de chimie atteint d'un cancer. Et en fait, pour subvenir à long terme aux besoins de sa famille, il décide de s'associer avec un de ses anciens étudiants pour cuisiner une drogue très très dure qu'on appelle la méthamphétamine et pour la vendre. Voilà, donc la série en gros tourne autour de ce prof qui devient petit à petit un criminel. Et c'est une série tout à fait passionnante, même si l'image que ça donne de la chimie laisse peut-être à désirer, parce que ça sert surtout à détruire, tuer et fabriquer de la drogue. Mais bon. Alors, la pseudoéphédrine... c'est cette molécule-là. Vous voyez, et il y a une petite boule rouge dessus. Et en fait, donc la pseudoéphédrine, je ne sais pas si vous savez dans quoi on peut la trouver. Peut-être certains d'entre vous. Alors dans des médicaments, en fait c'est un vasoconstricteur. Bon, dans certains médicaments on l'a. Et maintenant, étant donné qu'elle est utilisée aussi pour faire de la méthamphétamine, les médicaments qui en contiennent sont disponibles uniquement sur ordonnance évidemment. Donc vous pouvez vous la faire passer. Et en fait, toute la synthèse... Alors je suis désolé, il va falloir que tu avances un peu. Ouais, merci. Toute l'histoire consiste juste à enlever la petite boule rouge. Et si vous enlevez la petite boule rouge, ça va changer drastiquement les effets de cette molécule. Et là, vous avez une drogue très très dure. Et surtout, ne touchez jamais à la méthamphétamine. Bon, cela étant dit, vous voyez que sur mon schéma, on a 3 ingrédients. La pseudoéphédrine, de l'iode, donc c'est ce qui est au-dessus de la flèche sous forme d'acide iodhydrique ou de d'iode. Et en dessous, le phosphore rouge. Alors pourquoi on précise que le phosphore est rouge ?
Une idée peut-être? Comment? Et parce qu'il n'est pas forcément rouge. En fait, bon, tout le monde connaît Sangoku, rassurez-moi. Tu peux passer la slide? Ouais. Ah, t'es allé un peu loin, mais bon, c'est pas... voilà. Bon, le phosphore, c'est un peu comme les cheveux de Sangoku, si vous voulez. Ça a plusieurs formes. Il peut être rouge, il peut être blanc, il peut être violet, il peut être noir. Et sa réactivité, ses propriétés, va dépendre de son organisation et donc de sa couleur. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le phosphore rouge, qui normalement est plutôt inoffensif. Mais en fait, quelque chose qu'il faut savoir avec cette fameuse synthèse de la méthamphétamine, c'est que quand elle est mal faite, vous pouvez en mourir. C'est pour ça que je vous invite à ne pas le reproduire chez vous. C'est que si vous ne mélangez pas les ingrédients dans le bon ordre, que vous ne contrôlez pas bien vos conditions, s'il te plaît, vous risquez de créer cette petite molécule avec un phosphore et 3 atomes d'hydrogène, qui est un gaz mortel. Et donc, plusieurs fabricants de méthamphétamine sont morts dans leur labo en maîtrisant pas bien leurs conditions. Alors, avant d'avancer et de vous montrer la scène, vous ne pouvez pas le deviner, donc je vous donne cette info. Ces 3 ingrédients, si vous prenez l'un d'eux séparément dans un solvant chaud, il n'y a pas de problème. Globalement, ça ne va pas vous tuer. D'accord ? Il y a un ordre dans lequel il faut les introduire. En revanche, si vous mélangez de l'iode et du phosphore rouge et que vous chauffez un peu trop fort, là, vous risquez d'avoir du gaz phosphine et donc de mourir. Maintenant que vous savez ça, je vais vous proposer qu'on regarde la petite scène. Vas-y, on peut passer à celle d'après. Et donc, regardez très attentivement. Donc là, on est dans le premier épisode, à un moment où Walter se fait choper par 2 gangsters qui essaient de lui subtiliser sa méthode de synthèse de la méthamphétamine pour devenir très riche, évidemment. Et je vous propose de voir comment notre professeur de chimie, qui sait comment transformer la matière autour de lui, va tenter de s'en sortir. Et après ça, on débriefera, vrai ou faux, si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit. On y va. Move it, Holmes. You got all day? Okay. Hey, what'd you do to them? Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride. Phosphine gas. One good whiff and... Bon, alors, il manquait un petit bout de la scène juste après l'explosion en fait, que Walt génère. On entend les deux gangsters suffoquer. Voilà, c'est ce qu'il explique derrière. On peut avoir du gaz phosphine qui fait suffoquer. Alors, d'après ce que vous avez vu, vous validez ou pas sa méthode? Est-ce que je vous ai dit regardez attentivement. Est-ce que vous avez regardé suffisamment attentivement? Au tout début de la scène, on le voit faire quoi? Ouais, il fait chauffer de l'eau. Il fait chauffer de l'eau. Et ensuite, il jette tout le phosphore rouge dedans. Et du coup, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport aux ingrédients? Dans quel cas c'était dangereux, pas dangereux? Alors, on avait vu que l'un d'eux pris seul. Si on le chauffait, qu'est-ce que j'avais dit? Merci. Et oui, que tout va bien, que un des 3 ingrédients pris seul ne posait aucun problème. Merci. Ouf, j'en ai qui suivent. Donc, et le souci vient justement du moment où on va mélanger l'iode, le phosphore rouge et chauffer tout ça. Donc, au final, cette scène, on s'est fait arnaquer. Ouais, on s'est fait arnaquer. C'est dommage pour une série qui est aussi bien. Et ce qui est encore plus dommage, vous allez voir, si vous avez bien regardé, il a quoi en face de lui, Walt? Au moment où il prend le phosphore rouge. Vous avez lu les étiquettes ou pas? Alors, on va mettre la diapo d'après. Et voilà, si vous regardez bien, il a pris le phosphore rouge, mais il avait de l'iode. Donc c'est d'autant plus dommage qu'il avait les bons réactifs en face de lui, finalement, pour générer le gaz phosphine. Et puis finalement, il a oublié de mettre l'iode. Donc bon, c'est un petit peu décevant. Mais je vous dirais quand même d'aller voir
d'aller voir cette série. D'ailleurs, je ferai une petite série d'épisodes sur ma chaîne YouTube pour décrypter d'autres scènes, parce qu'on apprend aussi dans Breaking Bad comment faire disparaître un corps ou comment redémarrer un van, enfin bon, ce genre de choses qui peuvent servir de temps en temps. Et je finirai par ceci, parce que c'est du coup une série qui est, je trouve, extrêmement intéressante, mais malheureusement qui ne véhicule pas une bonne image de la chimie. Gardez en tête que comme toutes les sciences, la chimie, elle n'est pas porteuse d'intention. On peut l'utiliser pour faire le meilleur comme le pire. Et en l'occurrence, c'est une série qui montre le pire, mais voilà, j'espère que si vous regardez, vous l'apprécierez. Et puis je vous remercie pour votre attention. Je serai au stand chimie avec mon ami Rémi après, donc s'il y en a qui veulent venir discuter, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Rémi, c'est le monsieur qui a la blouse bleue là-bas, donc on vous attend. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Et j'ajouterais que la chimie, c'est pas que de la drogue. Il y a aussi bien d'autres choses. Alors, du coup, maintenant, on va parler plutôt d'espace. Voilà, on va un peu avoir la tête dans les étoiles avec Sébastien Roquette, qui est juste à côté de moi, donc docteur en planétologie et notamment responsable du programme de vol parabolique au CNES. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder des petits extraits de films et du coup, Sébastien va un peu les analyser et montrer, les décrypter avec son regard d'astrophysicien. Alors, du coup, le premier extrait. Et voilà, ils sont tous morts, sauf lui. Et il reste seul sur Mars pendant 12 milliards de jours. Dommage, mais sans ça, évidemment, le film n'existe pas. Malheureusement, le film n'existe pas. Parce que ce n'est pas une réalité du tout. Il faut comprendre que sur Mars, en fait, la pression atmosphérique au niveau du sol, c'est à peu près la pression atmosphérique qui règne à 30 km d'altitude sur Terre. Pour avoir une tempête comme ça, il faudrait des vents à plus de 2000 km/h. Ça n'a jamais été observé sur Mars. Et ça sera probablement jamais observé parce qu'il y a du vent sur Mars, il y a des tempêtes. Mais les tempêtes, les plus fortes tempêtes qu'on observe sur Mars, en fait, elles nettoient les panneaux solaires des rovers qui sont là-bas depuis 20 ans. Donc vous voyez, ça nettoie les panneaux solaires. On n'en est pas à renverser des modules d'habitation ou à obliger un équipage à partir en urgence. Donc malheureusement, cette scène-là, évidemment, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres incohérences dans ce film-là. Moi, quand je l'ai vu, je me souviens, on était entre collègues, entre amis. J'ai passé tout le film à faire « Oh non, c'est pas vrai, oh non, mais c'est pas possible de dire un truc pareil ». Et alors je me suis fait engueuler parce que les copains me disaient « Ah, mais c'est bon, arrête, regarde-le un peu avec l'émerveillement, quoi ». Mais là, je peux pas, c'est pas possible. Pourtant, j'adore la science-fiction, quand tout à l'heure, il a été question de ficher l'être humain et de lui donner des notations, ça m'a fait penser à une BD que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle HSE. C'est Human Stock Exchange, en fait. C'est un système de cotation de l'être humain qui lui permet de vivre et d'accéder justement à des niveaux supérieurs en termes de rentabilité, donc de salaire, etc., etc. Donc j'adore ça. Mais là, un film comme ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Ouvrir un film comme ça sur une scène qui n'a aucune réalité possible, bon, voilà, c'est dommage. C'est quand même dommage. On va passer au second extrait. C'est un extrait très court. Oui, c'est très court. Alors, l'extrait est extrait de Star Wars Solo. C'est un spin-off en fait, de Star Wars centré sur le personnage d'Han Solo. Et là, en fait, il est en train de manipuler du coaxium. Et le coaxium, en fait, c'est voilà, un minerai important pour faire fonctionner tous les vaisseaux. Et donc la petite question, c'est, nous, on a aussi l'espace et potentiellement des minerais ailleurs dans l'espace. Comment est-ce que c'est possible une exploitation des minerais, par exemple sur la Lune, sur Mars peut-être moins. Alors, on en rêve évidemment. Le coaxium, on ne sait pas ce que c'est. C'est propre à la galaxie Star Wars, donc ça n'existe pas chez nous. Enfin, en tous les cas, on l'a pas découvert.
Des choses comme ça qui nous font rêver, hein, l'histoire de... Enfin, finalement, c'est un peu la quête de l'humanité, quoi. L'énergie à disposition, l'énergie infinie qui pourrait nous permettre de consommer sans se soucier de vider nos batteries ou voilà, d'avoir une source d'énergie inépuisable comme ça. C'est un peu une quête depuis qu'on a des besoins énergétiques. Ça n'existe pas aujourd'hui. On n'a pas inventé cette source d'énergie inépuisable. Alors, il y a de la recherche qui est menée sur ce sujet-là, et notamment autour de ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Aujourd'hui, ça reste encore de la science-fiction, hein. Même en laboratoire, ça ne marche pas. Alors, imaginez dans un sabre laser ou dans un petit réservoir comme ça, avoir le truc qui sort. Alors, conservé dans le froid, apparemment. On ne sait pas trop pourquoi, hein. Bon, je sais pas, ça fait très échantillon conservé dans l'azote liquide, là. Ça fait psh quand on l'ouvre. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est joli. Ouais, je pense que c'est surtout ça. C'est très cinématographique. Et on pourrait rêver qu'un jour, on connaisse ça avec l'hélium 3. L'hélium 3, c'est un truc un peu ésotérique. Il y en a beaucoup sur la Lune. Sur Terre, il y en a 200 kilos partout, sur la planète, hein. Où qu'on cherche, l'hélium 3, c'est 200 kilos maximum sur Terre. C'est plus rare que l'or, c'est plus rare que les métaux précieux, que les diamants, etc. C'est beaucoup plus rare. On ne sait pas l'utiliser aujourd'hui, mais ça pourrait être une source d'énergie quasi inépuisable. Pas celle sur Terre, mais en tous les cas, si on pouvait l'utiliser ailleurs. Parce que dans la fusion nucléaire, c'est l'ingrédient majeur qui peut nous permettre de créer de l'énergie propre et en très grande quantité. Alors de l'hélium 3, il y en a beaucoup sur la Lune. Ça n'aura probablement pas cette gueule-là, mais on pourrait l'exploiter. Et si on est capable de l'extraire du sol lunaire et de l'utiliser surtout dans les centrales à fusion nucléaire, on pourrait générer de l'énergie comme ça. Quelques dizaines de grammes d'hélium 3 suffisent pour alimenter les États-Unis en énergie pendant des mois, hein. Donc, ça, c'est la théorie, encore une fois, parce que ça n'existe pas. Mais c'est ce qu'on imagine aujourd'hui de l'utilisation de l'hélium 3 dans les centrales à fusion nucléaire. Pour tout le reste, franchement, on ne sait pas trop, en fait, hein. Il faudrait découvrir encore des choses pour de nouveaux éléments ou une nouvelle façon d'utiliser les éléments qu'on connaît déjà pour créer des sources d'énergie telles que celles qu'on voit là. On va passer au troisième extrait. It's growing smarter. The liquid is blocking my vision. I don't have time. I've got to jump. Cat, the tether won't reach. I'm unclipping. Cat? No comments. I've got to jump. Bon. Ça fait rire du monde. Il amuse beaucoup celui-là, non? Ouais, bah en fait, Ouais, parce bon. que du coup, ça c'est un extrait du film Life. Et c'est du coup un extraterrestre qui vient de, je veux dire une forme extraterrestre qui vient de Mars et qui va attaquer des astronautes de l'ISS. Et là, il y en a une qui n'est pas forcément dans de bonnes positions et qui, du coup, se noie dans son scaphandre. Est-ce que c'est possible de se noyer dans son scaphandre? Bon, ils vont tous mourir là aussi, de toute façon, hein. Bon, voilà, cette fois-ci, c'est pas une tempête martienne. C'est pour le suspense. C'est un poulpe. Bon, c'est dommage parce qu'un poulpe ou une sèche, je sais pas trop. Enfin bon, là, on sait pas trop. C'est bien avec de l'ail, du persil à la plancha, mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus méchant dans la station spatiale, dans cette station spatiale. Est-ce qu'on peut mourir noyé dans son scaphandre? Sorti du contexte du film qui m'a beaucoup fait rire, moi aussi, quand je l'ai regardé, parce que c'est un condensé de... Et c'est une sorte de mix de Alien, de Gravity, de tout un tas de choses qui peuvent être sympas, prises les unes séparément des autres. Mais là, en l'occurrence, on a un mélange qui ne marche pas forcément très bien, moi je trouve. Mais sinon, la scène de la noyade dans le scaphandre, elle est relativement réaliste parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité spatiale. Actuellement, on a dans la Station spatiale internationale
un astronaute européen de nationalité italienne qui s'appelle Luca Parmitano. C'est sa deuxième mission dans l'espace. Il est commandant de la Station spatiale internationale et lors de sa première mission, il a réalisé une sortie extravéhiculaire au cours de laquelle il aurait pu se noyer dans son scaphandre. C'est un peu tragique parce que quand on regarde les images, alors évidemment en temps réel on n'a pas tout à fait compris ce qui se passait, puis je pense que là dans ces cas-là les gens réagissent vraiment à l'urgence de la situation. Quand on regarde les images après coup, on se rend compte vraiment de la détresse de l'astronaute. Il est en sortie extravéhiculaire. C'est pas une balade quand même. Une sortie extravéhiculaire, c'est quelque chose qui est un petit peu lourd du point de vue technique, technologique, du point de vue physique aussi. Et au cours de sa sortie, il se rend compte qu'il a de l'eau qui mouille sa nuque. Donc il communique évidemment en permanence avec le bord. Il indique qu'il y a quelque chose qui lui mouille la nuque et qui commence à rejoindre sa gorge et puis qui peu à peu va englober son visage. Au départ, évidemment, les gens lui disent « Ouais, bon, bah écoute, je sais pas, peut-être que tu transpires. » Et il lui dit « Oui, oui, je transpire, mais c'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. C'est froid, et c'est mouillé, et ça commence à se propager. » Donc là, procédure d'urgence, ils vont demander à son acolyte qui l'accompagne lors de sa sortie de le ramener dans la station. Et ça se fait pas instantanément, évidemment. Là, c'est rigolo, hein. Elle se détache. Et puis elle dit « Ouais, c'est bon, je vais voler jusqu'au SAS. » Ça, c'est pareil. Hein. L'astronaute qui fait ça dans la Station spatiale internationale, s'il revient vivant, il est viré, hein, direct. Hein. Mais on fait même pas ça, quoi. Donc là, elle revient, ok, mais lui, il est ramené par son copain dans le SAS et ensuite ramené dans la station. Sauf que tout ça, ça prend du temps. Ça prend une demi-heure. Et en une demi-heure, l'eau continue à se répandre autour de son visage. Et arrive un moment où son visage est couvert d'eau. On est en impesanteur. L'eau, elle ne fait pas comme le whisky du capitaine Haddock, à rester libre comme ça au milieu de la cabine. L'eau, c'est un liquide mouillant, donc elle se répand sur son visage, elle commence à rentrer dans sa bouche, à rentrer dans ses oreilles, à rentrer dans ses yeux, donc il ne voit plus rien, il n'entend plus, les contacts vers le bord sont coupés, et il commence à avoir des difficultés à respirer. Donc il est obligé de respirer bouche grande ouverte, et il hésite à recracher l'eau qui rentre dans sa bouche, parce qu'il ne veut pas en envoyer partout. Donc là, imaginez un peu la situation de stress. Hein. C'est comme s'il il se noie dans 1 centimètre d'eau finalement. Hein. Et puis il réussit à rentrer dans la station. Là, dans la station, une fois qu'il a passé le SAS, les collègues qui sont dans l'ISS vont lui enlever son casque, vont lui passer une serviette pour éponger l'eau qui est sur son visage. Et enfin, il est sauvé. Et je peux vous assurer que les premières images de Luca, une fois son casque enlevé, c'est des images de terreur. Il garde son calme, il n'a pas paniqué, mais ce sont des images de terreur parce qu'il a failli se noyer dans son scaphandre. Et ça, c'est vraiment la réalité. Et l'origine, c'est une fuite, c'est ça ? Oui, alors effectivement, je n'en ai pas parlé. L'origine de cette fuite-là, c'est une fuite dans son circuit de refroidissement. Donc c'est son circuit de refroidissement en fait, qui perdait de l'eau et qui se mélangeait à son circulateur d'air, à son recycleur d'air. Dernier extrait. Et là, vous me dites en chœur de quel film la séquence est extraite. Ah, il y a trop d'émotions. Il y a trop Star d'émotions. Wars, les derniers Jedi, quand même. Donc la question, c'était est-ce qu'on peut disparaître comme ça quand on est Jedi et laisser sa cape Oui, non, c'est pas ça la question. Non, si vous avez regardé attentivement les images, en fait, il y a 2 soleils. Et donc, la question, c'est est-ce que ça existe réellement ? Est-ce qu'on peut trouver des systèmes avec 2 soleils ou plus ? Alors là, on pourrait en parler pendant des heures. Des systèmes planétaires dans notre galaxie, donc probablement dans l'univers, il en existe des milliers, des dizaines de milliers, probablement des millions. Il y a à peine 25 ans,
On ne savait pas, quand je dis on ne savait pas, c'est pas moi qui ne savais pas, c'est pas moi qui savais ou qui ne savais pas. Les spécialistes de cosmologie et d'astrophysique ne savaient pas si on pouvait trouver d'autres planètes autour d'étoiles autres que le Soleil. On appelle ça des exoplanètes. C'était hypothétique. Donc, dans toute connaissance comme ça, il faut passer par l'observation. Et les astrophysiciens, cette année-là, en 1995, ont observé pour la première fois une exoplanète autour d'une autre étoile que le Soleil. Cette exoplanète, c'était une très très grosse planète. On pourrait même dire que c'était une proto-étoile. C'était une très grosse Jupiter. Jupiter, dans le système solaire, c'est un monstre. C'est la plus grosse planète du système solaire. Elle fait quand même 10% de la taille du Soleil, donc c'est quand même une très très grosse planète. Cette planète-là, elle faisait 50 fois la masse de Jupiter, donc c'était une très grosse planète. En 25 ans, il y a plus de 1000 planètes qui ont été découvertes autour d'autres étoiles que le Soleil dans notre proche voisinage. On n'est même pas en train d'observer à l'autre bout de notre galaxie. On n'est même pas en train d'imaginer un jour observer dans d'autres galaxies. Donc plus de 1000 planètes dans des centaines de systèmes planétaires. Donc oui, il existe des systèmes planétaires partout dans notre galaxie, ça c'est clair. Et on commence tout juste à observer des planètes qui ressemblent à la planète Terre. Donc des systèmes planétaires, il en existe autour d'étoiles extrêmement variées et des étoiles très exotiques en fait. Donc ça peut être des étoiles plus grosses que le Soleil, plus petites, et ça peut être aussi des étoiles doubles. Alors quant à savoir si on peut observer, si on peut avoir des planètes habitables autour d'étoiles ou de systèmes d'étoiles binaires comme cela, c'est possible. Ça reste possible. On ne l'a pas observé forcément pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore découvert de planètes habitables. Mais étant donné qu'on a toujours été surpris par la capacité de l'univers à générer tout un bestiaire d'objets et des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer, on peut très bien envisager qu'un jour, on découvrira une planète habitable autour d'un système binaire. La question, c'est de savoir si ce système binaire, il a plusieurs planètes autour de lui, si les planètes qui tournent autour de ces étoiles tournent à l'intérieur du système binaire ou bien autour des deux étoiles, si ces planètes sont dans une distance qu'on appelle la distance d'habitabilité, donc il faut des conditions de température, des conditions qui permettraient à l'eau liquide d'exister à la surface de la planète. Il faut que ces étoiles soient des étoiles plutôt clémentes, donc pas trop chaudes, pas trop froides évidemment, pas trop tumultueuses. Si ce sont des étoiles qui émettent beaucoup de rayonnement gamma ou de rayonnement X, bah évidemment, ça ne peut pas permettre à la vie de se développer. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on pense que la vie elle se développe plutôt favorablement autour d'étoiles comme le Soleil. Voilà. Si vous voulez une idée de lecture dans l'idée de science-fiction, moi je vous recommande vivement, c'est pas un bouquin qui vient de sortir, c'est Isaac Asimov, c'est ancien, mais Isaac Asimov, c'est le père de la science-fiction parce qu'il a écrit des choses extraordinaires, mais vraiment fabuleuses en fait, sur le plan de la science-fiction et de notre vision de l'univers, qui continue aujourd'hui encore à surprendre et à bouleverser notre conception, notre concept de l'univers. Et il a écrit notamment Fondation. Or, Fondation, c'est un peu le Star Wars. Il a d'ailleurs, dans Star Wars, et d'ailleurs, George Lucas n'a pas menti sur le fait qu'il s'est inspiré des écrits d'Isaac Asimov. Mais tout ce qui est dans Fondation, on le retrouve peu ou prou dans Star Wars. L'Empire, un pouvoir un peu mystique de certaines personnes, les luttes dans la galaxie pour le pouvoir, pour assouvir ce besoin de pouvoir dans la galaxie. Et puis, dans tout ça, Asimov, qui est quelqu'un qui est épris de science, a toujours eu la description et l'envie de passer au public dans ses romans des concepts scientifiques réalistes. Et donc, dans ces ouvrages-là, vous trouvez toutes ces références à la possibilité d'avoir des planètes habitables autour de mondes assez extraordinaires comme des étoiles doubles. Merci beaucoup pour ce conseil lecture. On applaudit Sébastien Rouquette. Et on a un petit bonus en intervenant. Romain Houliès qui du coup
va nous parler plutôt d'effets spéciaux et de maquillage d'effets spéciaux. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un zombie qui se balade ici sur le festival. Et le responsable, c'est toi. et donc, du coup, en fait, il va nous parler un peu de lui quand il réalise... voilà, il est là, il est parmi nous. Et là, tout le monde fait « Ah !» Non, vous n'avez pas peur. Du coup, je disais... Ça me perturbe un peu. Il est gentil. Oui, je sais. Bon, je vais quand même aller là. Hein. Et donc, du coup, ce qu'il va nous parler, c'est plus lui, en tant que maquilleur, comment il fait pour être au plus près de la réalité, mais aussi que ce soit esthétique, parce que ça reste quand même dans un but cinématographique. Et donc, voilà, avec cette contrainte-là d'être à minima esthétique, par exemple, quand on représente des morts à la caméra, etc. Donc, je te laisse parler de tout ça. Oui, donc tout à fait. Donc vous vous doutez, il n'y aura pas de diaporama parce que c'est gore et il y a des enfants, etc. Du coup, si vous avez un peu regardé des films d'horreur, des films policiers, des films d'action, en général, c'est toujours avec beaucoup de sang, c'est pas vraiment réaliste. Et du coup, la question, c'est pourquoi c'est pas réaliste ? Eh ben, la réalité est triste. La réalité n'est pas esthétique, en tout cas, elle n'est pas cinématographiquement parlante. Là, on va parler donc d'imaginaire collectif. Par exemple, dans les films de John Wick, où vous voyez donc Keanu Reeves se fracasser, faire la bagarre et tout, ben, il a des petites cicatrices sur le front. Et du coup, il y a juste une petite larme de sang. Et ben, si ça devait se passer en vrai, et ben, juste s'ouvrir le front, il aurait le visage entièrement recouvert de sang. Là, on ne le fait pas sur Keanu Reeves parce qu'il faut qu'il soit beau, parce que c'est la star, etc. Et qu'il ne faut pas qu'il soit moche, quoi. Pareil pour tout ce qui est noyé, sur les cinémas, on va dire, grand public ou séries télé, comme les séries policières françaises ou américaines. Vous avez des fois des plans de morts, de cadavres qui sont bleus, donc on comprend de suite qu'ils sont morts ou de froid ou noyés. Encore une fois, le plan dure quelques secondes, donc en une fraction, il faut qu'on comprenne de quoi la personne est morte. Si on devait faire ça, si on devait voir un mort dans la réalité, un noyé par exemple, eh ben, il serait tout bouffi, gonflé d'eau, gris, avec les veines apparentes, du coup, et ça parle moins. Donc du coup, le travail du maquilleur, ce sera de répondre à des idées reçues sur les morts et les retranscrire en images. Après, il y a aussi la limite, il y a l'éthique qui rentre en jeu sur certains cas. Je vais notamment parler du film Serbian Film. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Serbian Film ? C'est un film qui est très bien réalisé, très bien joué. Niveau technique, on est sur un beau projet, mais c'est un film qui ne devrait pas exister parce qu'il est mauvais. Si vous regardez Serbian Film, vous risquez de perdre un bout d'âme en regardant le film. Et les limites à montrer et à pas montrer, ce sera par exemple les scènes de viol et de pédophilie. Il faut penser que derrière ces scènes choquantes, eh ben, vous avez un artiste maquilleur, un sculpteur, un mouleur qui a travaillé pour créer des mannequins, des poupées gonflables, entre guillemets, réalistes. Et du coup, en termes d'éthique, où va les limites au cinéma ? Donc Serbian Film, c'est intéressant pour ça. C'est en tant qu'artiste maquilleur, faire mes monstres. Est-ce que je préfère faire mes monstres ou faire des choses épouvantables pour la folie d'un réalisateur de l'Est de l'Europe. Donc voilà, ça c'est pour les côtés, voilà, les limites et les réalismes qu'on doit transcender au cinéma. Et après, donc, du coup, on a les fameux zombies. Du coup, les zombies, donc, c'est la pop culture, c'est un des monstres les plus connus. Et notamment dans la série Walking Dead, ils sont magnifiques, les zombies, ils sont superbes. Seulement, si ça devait vraiment se passer, ben, les zombies, je leur donnerais une espérance de vie de 1 an ou 2. Parce que là, on parle de décomposition et un corps humain, surtout dans la série, je ne sais pas si vous avez vu Walking Dead, mais il fait très très chaud. On est dans quasiment le sud de l'Amérique. Les mecs sont tout le temps en train de transpirer, etc. Du coup, ça accélère la décomposition des corps. Et les zombies, normalement, un été, si vraiment c'était possible, les ligaments, les tendons, les jambes, tout ça, ça lâcherait de suite. Et les zombies, en fin de compte, ce seraient des larves. Donc imaginez des mecs morts qui rampent au sol. Et donc du coup, d'un point de vue scientifique et biologique, c'est impossible.
Donc du coup, nous, maquilleurs FX, on doit trouver des trucs chouettes à montrer et à mettre en scène. Et il faut savoir que le maquillage, malheureusement, il y a plein de contraintes. Par exemple, on ne peut pas creuser dans la tête d'un comédien. Je ne vais pas tuer un pauvre mec pour lui faire des dents apparentes. Du coup, il y a toute une préparation, c'est-à-dire il y a du moulage, il faut prendre la tête du comédien, faire des tirages. Si vous avez vu le film Scanner de Cronenberg, vous avez une tête qui est superbe, il y a une explosion de tête. Donc c'est une tête en latex, en silicone. Et la tête est explosée à coups de chevrotine pour avoir le plus de réalisme possible. Donc du coup, vous aviez le mannequin et vous avez un technicien juste derrière avec un fusil à pompe qui tirait des cartouches de 12 de gros sel pour avoir une belle germe de sang. Et pareil, donc là, ça ne fonctionne pas sur la vraie vie. Du moins pas comme dans Scanner. Scanner, c'est trop sanglant. Il faut savoir que le corps humain, ça ne saigne pas autant que ce qu'on voit au cinéma. Je ne sais pas si, j'allais dire la chance ou la malchance de voir des accidents graves. Moi, j'en ai vu et on travaille beaucoup avec des photoréférences au cinéma. Si on doit travailler sur un corps humain, une autopsie, on a des photos, des références ou des livres de véritables autopsies, des photos de la police, etc. Et du coup, grâce à ça, on peut comprendre l'anatomie et surtout, pareil, donner une esthétique en plus. Et surtout au niveau du sang. Parce que si vous coupez une jambe ou s'il y a une fracture ouverte, admettons, ben ça ne saigne pas tant que ça. Alors que si vous regardez le cinéma, notamment avec les films de Tarantino, qui adore le sang, ou le cinéma asiatique, à peine on va couper un bras, ça va plus s'arrêter. Moi, j'adore ça, mais c'est impossible. Le corps humain n'a que 6 litres de sang, je crois. Donc c'est impossible. Et voilà, donc notre boulot, c'est de créer des choses terrifiantes, esthétiques et pas réalistes. Donc en général, ce que vous voyez dans les films, eh ben, c'est majoritairement impossible. Et voilà. Et je crois que j'ai encore un peu de temps, normalement. Si tu veux, ouais, un petit peu de temps. Du coup, si vous voulez voir un peu plus pareil du maquillage que vous voyez là, donc ça, c'est un make-up qui pourrait très bien passer à la télé ou au cinéma. Là, on est sur des prothèses en mousse de latex. Le mousse de latex, donc imaginez votre latex que vous utilisez à Halloween. Et ben, il est tout simplement battu en neige avec des additifs. Donc du coup, on se retrouve avec une superbe île flottante de latex qui va être bourrée dans des moules. Donc vous avez le moule négatif, donc c'est la sculpture de la prothèse. Le moule positif, le visage du comédien. On va imbriquer les deux éléments, passer ça au four pendant 2 heures. Et quand on retourne, le gâteau est fait. Du coup, on a l'extérieur de la prothèse qui représente le monstre et l'intérieur, le visage du comédien. Du coup, ça s'adapte parfaitement sur le visage. Il peut grimacer, froncer les yeux, la sourire non, il sourit tout le temps. Et du coup, voilà, on a cette bouille. Donc le temps passe, les techniques évoluent. Donc au début, on a commencé avec du collodion. Le collodion, c'était un médicament pour faire sécher les verrues. Et du coup, les maquilleurs en 1920 se sont aperçus que ça faisait de magnifiques boursouflures. Ça fait un effet d'optique, on a l'impression que la peau est creusée. Et avec le collodion, du coup, on faisait des super maquillages, notamment le Fantôme de l'Opéra en 1926-28, si je ne dis pas de bêtises, avec Lon Chaney senior, ou Frankenstein. Après, il y a eu l'utilisation du latex. Et la mousse du latex, c'est la matière qu'on utilise pour faire les matelas à mémoire de forme. Donc du coup, en fin de compte, on fait que détourner des matières existantes, comme après le silicone, etc., etc., etc. Voilà. Merci beaucoup pour nous donner tous ces secrets. J'ai vu plein de regards de dégoût quand il expliquait les détails. Merci beaucoup à tous les intervenants, c'était vraiment chouette. Je vous laisse maintenant pour parcourir le reste du festival. Si toutes les questions décrypter des séries ou des films vous intéressent, il y a notamment un événement en fait, qu'on organise avec l'association Sens Animation qui s'appelle des soirées cultes. Et la prochaine, c'est en octobre et c'est sur Avengers à Toulouse et à Montpellier sur Game of Thrones. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne journée et merci beaucoup.